commençons d'abord par rappeler ce qui existe quand même, qu'il y a des domaines où il y a quand même des avancées sur les droits des femmes et des filles, mais comme je disais tout à l'heure, il y a un problème d'application. Maintenant, pour les réformes, il me semble qu'il y a quand même des réformes qui sont urgentes. Et d'abord, la révision du Code de la famille, mais aussi comment faire pour que les femmes puissent jouir de leurs droits fonciers malgré un cadre réglementaire qui est assez progressiste. D'abord, pour le Code de la famille, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs articles discriminatoires et qui constituent une atteinte à la dignité des femmes et des filles. Mais parmi tous ces articles-là, il y en a deux, à mon avis, sur lesquels je travaille un peu aussi, d'où le choix de ces deux-là. La recherche de paternité, donc ce qu'on appelle, c'est l'article 196, l'interdiction de la recherche de paternité, mais aussi l'article 111 qui porte sur les mariages d'enfants, un domaine où j'ai particulièrement travaillé ces dernières années. Concernant la recherche de paternité, peut-être juste pour rappeler les dispositions de cet article-là, qui dit que l'homme a le choix de reconnaître ou pas ses enfants et que l'enfant naturel et sa mère donc n'ont aucun moyen, n'ont pas le droit de rechercher la paternité. Et donc, ce qui est un paradoxe pour un pays comme le Sénégal, qui a quand même signé et ratifié la plupart des dispositions protégeant aussi bien les femmes que les enfants. Et cette pratique, pourquoi on veut qu'il soit révisé? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il porte atteinte à la dignité de la femme, favorise, en tout cas encourage la fuite de responsabilité chez l'homme, mais surtout les conséquences sociales que cela peut avoir sur la femme d'abord et ensuite sur l'enfant plus tard. Parce que l'enfant naturel n'a aucun droit, donc ne peut pas hériter. La femme n'a aucun moyen de pression sur l'homme et c'est elle qui est stigmatisée par la société. On connaît la société sénégalaise, même s'il y a quand même des évolutions. Encore aujourd'hui, un enfant hors mariage est toujours vécu comme une honte dans une famille et quand le père n'accepte pas la paternité, c'est encore pire. Donc, je pense que c'est une urgence. Autre chose aussi, c'est l'article 111 concernant le mariage des jeunes. Vous savez qu'au Sénégal, le Code de la famille autorise le mariage à 18 ans. Pour les filles comme pour les garçons. Seulement la différence entre les filles et les garçons, c'est que les filles, c'est autorisé à partir de 16 ans, sauf opposition d'un juge. Ce qui fait que cet article-là laisse en fait une porte ouverte à toutes les pratiques que nous voyons aujourd'hui, même si la plupart des mariages dans notre pays, et surtout les mariages d'enfants, ne sont pas déclarés. Mais cette disposition poursuit la discrimination basée sur le genre dans un pays comme le Sénégal, ce qui est un paradoxe parce que le pays, encore une fois, a ratifié toutes les conventions, tous les instruments qui protègent les femmes et les enfants. Et pour rappel, on a la CEDEF, la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. On a aussi la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. On a la Charte africaine des droits de l'enfant. On a le protocole de Maputo. Donc, le Sénégal a signé, a ratifié toutes ces dispositions-là et doit harmoniser sa législation par rapport à ces engagements-là internationaux. Et cette absence d'harmonisation, mais aussi la non-déclaration des mariages, fait qu'aujourd'hui, on estime à plus de 32% des jeunes filles mariées avant 18 ans, même s'il existe des disparités entre les régions, avec les conséquences que nous connaissons, les conséquences qui sont à la fois physiques, qui sont sociales, qui sont économiques, etc. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle
la réforme foncière. Je pense que vous connaissez tout le travail qui a été fait pour réformer ce secteur-là. Malheureusement, les conclusions se sont retrouvées dans les tiroirs et donc n'ont pas été appliquées. Mais le Sénégal a entamé, depuis l'année dernière, il y a un projet de loi qui porte sur la modification de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Et il y a des consultations actuellement pour essayer de voir comment cette loi-là, cette modification-là peut prendre en compte la dimension genre. Et juste pour rappel, on sait qu'au Sénégal, la législation foncière, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi sur le domaine national, et notamment quand on parle du foncier rural, la OSP dont on parle, dont je parlais tout à l'heure, promouvent tous les droits fonciers des femmes, même si ces lois, encore une fois, notamment la loi sur le domaine national, présentent quelques limites. On sait aussi que la loi sur la parité de 2010, mais aussi l'acte 3 de la décentralisation, favorise la participation des femmes à la gouvernance foncière. Et aussi, il y a le rôle économique des femmes dans ce secteur-là. Pour rappel, la FAO le dit depuis longtemps, les femmes au Sénégal, en tout cas, elles représentent 70% de la population active rurale. Elles produisent entre 70 et 80% de l'alimentation, mais malgré tout, elles ont un accès restreint, un contrôle très faible sur le foncier et participent peu à la gouvernance foncière, même s'il y a une parité, on peut avoir une parité dans les conseils municipaux, donc les collectivités territoriales qui ont la prérogative de gérer le foncier, notamment le foncier rural sur le domaine national. Les femmes participent rarement à la commission domaniale qui est chargée de la gestion de la terre. Et quand elles y participent, elles ont un rôle secondaire et très rarement un rôle déterminant. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il est quand même important que l'on fasse des réformes dans ce sens-là et que aussi les réformer, oui, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour que ces réformes-là puissent être appliquées, et notamment concernant le foncier, il serait aussi bien que dans cette réforme-là, par exemple, c'est juste un exemple, pour avoir travaillé sur cela avec quelques parlementaires, mais aussi les collectivités, pourquoi pas mettre en place un système de quotas à l'image de la parité, le quota, mais avec des garde-fous. Mes collègues juristes ne sont pas toujours d'accord, mais si on instaure le quota avec des garde-fous, comme la parité, qui est une mesure temporaire spéciale qui trouve son fondement juridique dans la Convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, je pense que le quota peut être en tout cas une des solutions, et que ce quota-là déjà, il existe une circulaire du MAIER, du ministère de l'Agriculture, la circulaire 2018 qui porte sur le quota dans l'agriculture. Il y a aussi la déclaration de l'Union africaine qui demande de donner 30% des terres déclarées aux femmes. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je dis là, le quota, a un fondement juridique. Mais à condition que le quota soit un seuil et non pas un plafond, parce que c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le foncier irrigué, où la SAED essaye de mettre en place le quota dans certains projets. Pour moi, ces réformes ne vont pas uniquement améliorer les conditions de vie des femmes, mais c'est en fait toute la société. Ce n'est pas uniquement les femmes. Et surtout, ça permet aussi au Sénégal en tout cas, de respecter ses engagements. Si le Sénégal veut se développer à l'horizon 2030 avec les ODD, ou bien si le Sénégal veut appliquer en tout cas le PSE horizon 2035, le Sénégal est obligé de respecter l'égalité de genre
et l'autonomisation des femmes. Et pourquoi c'est important pour toute la société? Si on prend l'exemple de la réforme foncière, par exemple, les travaux qui existent, les études ont montré que quand les femmes accèdent à la terre, leur autonomisation s'améliore. Et quand elles sont autonomes économiquement, c'est toute la famille qui en bénéficie parce qu'il y a une amélioration de l'éducation des enfants, il y a une amélioration de la sécurité alimentaire, il y a une amélioration de l'accès à la santé. Donc, au-delà de l'égalité, au-delà du respect de la dignité humaine, il y a aussi tous ces bénéfices-là pour le pays, donc, parce que pour les ménages d'abord, ensuite pour la société. Et c'est pour résumer, c'est une question de droits humains, tout simplement. Il faut en fait un travail de fond. Il y a une forte mobilisation, que ce soit le Code de la famille, que ce soit les réformes foncières. Il y a une forte mobilisation de la société civile, des institutions universitaires, des think tanks comme vous, comme IPAR, etc. Donc, il y a une forte mobilisation. Pour moi, il faut d'abord qu'il y ait une synergie des actions. Parce que chacun agit dans son coin, il faut d'abord qu'il y ait une synergie d'action pour avoir plus d'impact sur les pouvoirs publics. Et il faut que nos actions soient basées sur des évidences. Pour moi, c'est important que les actions soient basées sur des évidences pour influencer les décisions, mais aussi pour influencer en tout cas les gardiens de ces normes sociales de genre, ce qu'on appelle un peu les gatekeepers. Il faut renforcer aussi l'autonomisation des femmes, l'autonomisation au sens multidimensionnel, qu'elles soient capables de définir des objectifs et qu'elles soient capables de revendiquer les droits là et favoriser un environnement qui est sensible au changement. Parce que le problème des pouvoirs publics, pourquoi il n'y a pas d'application? Parce qu'il y a réticence au niveau local. Et donc, ces réticences-là, il faut travailler dessus pour les lever, et c'est ce qu'on appelle un peu la création d'un environnement favorable au changement. Et dans le domaine du foncier, on a en tout cas, moi, j'ai coordonné un projet dans lequel on est arrivé quand même à des résultats concernant la sécurisation des femmes, des occupations foncières des femmes dans une zone comme le Nyombato où on pensait au début que ça allait être très difficile d'appliquer en tout cas la loi, mais on a fini quand même par avoir des résultats grâce à cette mobilisation-là, grâce au renforcement des capacités des femmes, grâce aux alliances multi-acteurs, grâce à la création de cet environnement-là favorable au changement, mais aussi grâce au dialogue politique, etc. Donc, tout cela, ça permet de travailler à la fois avec les décideurs, mais aussi de travailler avec les populations pour qui ces lois-là sont définies et qui les appliquent au niveau local. Pour moi, on ne peut pas arrêter la migration et en tout cas, ce n'est pas mon propos. Moi, je milite plus pour ce qu'on appelle, la CIMAD appelait des ponts, pas des murs. Moi, je suis plus pour cela parce que la mobilité est un droit. C'est un droit. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait arrêter la migration. Maintenant, on ne peut pas non plus laisser les drames auxquels nous assistons continuer. Mais ce qui me dérange en tout cas dans tout ce débat politique-là qu'on entend, parce que c'est plutôt politique, le migrant ici comme en Occident est devenu un sujet politique en fait. Le migrant est devenu un enjeu électoral aussi bien chez nous qu'en Occident et notamment en Europe. Même aux États-Unis actuellement, on entend la question du mur entre les États-Unis et le Mexique est revenu dans les débats. Donc, le migrant est devenu un fait politique et donc un enjeu électoral. Et donc, je pense que la nouvelle loi française qui date d'à peine un mois est une illustration de cette situation-là où on nous parle la montée de la xénophobie en Occident et qui fait du migrant le bouc émissaire.
Et malgré tout, les migrants veulent y aller. Et donc, moi, je dis toujours qu'à chaque fois que l'Europe se barricade, ferme des portes, les migrants vont trouver une fenêtre peut-être plus dangereuse, mais vont trouver une fenêtre. Maintenant, si on revient chez nous et comment, en tout cas, les candidats pourraient prendre en charge cette question-là, pour moi, il est d'abord important d'aborder la question migratoire selon notre perspective et non pas celle de l'Occident. Parce que si nous avons tous ces débats-là qui criminalisent la migration africaine, c'est en fait la perspective occidentale et nous l'épousons sans pour autant se demander est-ce que ça correspond à la réalité? Quel est notre intérêt? Quelles sont nos attentes par rapport à la réglementation, entre guillemets, de la migration? Est-ce qu'on est obligé de toujours avoir cette lecture-là, cette vision du Nord sur les migrations? Donc, on peut d'abord, pour moi, commencer par mettre en place un partenariat gagnant-gagnant entre le Nord et le Sud. Pour moi, ça, c'est d'abord une première solution. Et pour qu'il y ait ce partenariat gagnant-gagnant, justement, il faut que ce changement de lecture-là que l'Occident nous impose. Pour juste donner un exemple, ça a été corrigé, je pense, mais la politique migratoire du Sénégal n'est pas encore validée, mais dans le draft de politique, il y avait un passage qui disait qu'il fallait fixer les migrants. Et ça, c'est des propos de l'Union européenne. Quand on veut fixer un Sénégalais dans l'espace CEDEAO, c'est pour on remet en question la libre circulation qui date de 1979 et qui précède le Schengen. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant qui fait de la migration un atout et non pas un problème comme nous le voyons. Il faut aussi mettre en place des mesures au niveau national comme au niveau local. Et ces mesures-là, d'abord les mesures économiques, parce qu'on nous dit toujours que l'une des principales causes de la migration est économique. Mais le problème que nous avons, on a souvent des réponses uniformisées. Par exemple, on finance des poulaillers à Kolda, on va financer des poulaillers à Louga, on va financer des poulaillers à Guet-Ndar, etc. On a des réponses uniformisées. Il faut que les réponses soient adaptées, non seulement au territoire, mais aussi, mais surtout, il faut que ça soit adapté au profil. Les migrants ne constituent pas un groupe homogène. C'est un groupe très hétérogène. Et non seulement on a des hommes, mais aussi on a des femmes. Et au sein de chaque catégorie, on a des sous-catégories. Donc, il faut d'abord identifier, mieux connaître les profils des migrants pour mieux agir et arrêter les réponses uniformisées. Il faut aussi, pour cela, pour moi en tout cas, aller vers l'approche demande. Donc, l'approche demande, aller donc vers ce sur quoi ces populations-là veulent travailler et non pas imposer l'agriculture, l'aviculture, etc., mais surtout privilégier l'approche demande et essayer de voir comment structurer davantage certaines niches, comme par exemple dans le secteur de l'informel. Juste pour une petite anecdote, il y a au mois d'octobre, je pense que c'était le 17, je suis partie à Casa pour un colloque sur les migrations. Et dans le vol, il n'y avait que des jeunes qui partaient au Nicaragua. C'était la première fois que je les croisais à l'aéroport. Et en discutant avec ces jeunes-là, la plupart, c'est des jeunes qui viennent du secteur informel, et notamment de la vente ambulante. Il n'y a pas que ces jeunes-là, mais il y en a beaucoup. En tout cas, ils viennent la plupart du secteur informel. Donc, il faut restructurer, essayer de trouver les niches qu'il y a là-bas et essayer peut-être d'aller vers l'approche demande. Avoir aussi une approche sexo-spécifique, prendre en compte les différences hommes-femmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, entre les hommes, chez les hommes et chez les femmes, on a des différences. Et donc, ce que nous appelons les différences intersectionnelles aussi, je pense qu'il serait bon d'en tenir compte pour une réponse plus adaptée. Il faut aussi, à mon avis, et surtout, arrêter de réduire les causes de la migration aux aspects uniquement économiques. Tant qu'on continuera à réfléchir, à traiter cette question comme une question purement économique, on n'aura jamais de solution. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'économique interagit avec d'autres facteurs, et notamment les facteurs socioculturels.
Et quand on me dit c'est la pauvreté, oui, je veux bien. Mais si je prends un exemple, pour le Nicaragua, par exemple, les jeunes qui partent dépensent entre 3 et 6 millions pour partir. Est-ce qu'on peut continuer à parler de pauvreté, d'absence d'emploi? Pour avoir discuté avec certains d'entre eux qui ont laissé derrière eux des activités. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on travaille sur tout l'imaginaire autour de la migration parce que c'est important. Nous sommes dans une société où le départ et la migration est valorisée. Et il y a un des jeunes qui me disait dans la discussion, moi, je peux gagner 10 millions au Sénégal. La personne qui va rentrer des États-Unis avec 5 millions sera mieux considérée socialement. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut qu'on essaie de réfléchir sur tous les autres facteurs qui interagissent avec l'économique pour avoir des solutions et ne pas nous limiter à l'aspect économique, entre autres. Et donc, pour terminer, que ce soit la question migratoire, que ce soit les réformes dont je parlais, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés. Il y a des expériences aussi qui ont été menées par les organisations de la société civile, les think tanks, comme je le disais tout à l'heure, avec une approche transformative. Donc, il faudrait peut-être que aussi qu'on pense à la mise à l'échelle de tous ces projets pilotes-là qui pourraient peut-être avoir un impact sur ces différents domaines-là. En tout cas, le domaine prioritaire, c'est s'attaquer aux inégalités sociales, aux inégalités économiques, aux inégalités territoriales. Pour moi, sous toutes leurs formes, il faut d'abord s'attaquer à ces inégalités-là. Et de façon spécifique, on doit commencer par la cherté de la vie. Certes, l'inflation, elle est mondiale. Hein. Partout à travers le monde, le coût de la vie est devenu très, très, très cher. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures, en tout cas pour protéger les plus vulnérables d'entre nous. Autre chose, et ça aussi c'est lié à mes interventions sur le terrain, une meilleure répartition territoriale des services sociaux de base, les services publics en général. Et là, je prends un exemple, l'accès à la justice en zone rurale, pour avoir piloté pendant 4 ans un projet pour l'accès à la justice des femmes et filles rurales qui sont victimes de violences sexuelles au Sénégal, en Mauritanie, au Mali et au Burkina. Et on parle souvent de la non-dénonciation. Mais l'un des problèmes aussi, l'un des facteurs, ou bien l'une des causes de la non-dénonciation aussi, c'est l'éloignement à la fois physique et psychologique des services publics. L'accès à l'éducation, c'est une priorité aussi en tant que mère, c'est une priorité, mais aussi en tant que femme enseignante et surtout enseignante dans le supérieur. Pour moi, c'est une priorité parce que nous avons vu, les statistiques nous montrent que jusqu'à la licence, il y a une bonne représentation des jeunes femmes et dans certaines filières, certaines disciplines, elles sont majoritaires. Mais à partir du master et au doctorat, et pire au doctorat, le nombre de femmes diminue de plus en plus. Je pense qu'il serait bien qu'on réfléchisse davantage sur cette problématique-là parce que je sais qu'il y a des solutions pour avoir travaillé à la mise en place d'un centre d'excellence financé par la Banque mondiale entre les universités Sine Saloum, UGB, UCAD et l'université de Bombay. Quand la Banque mondiale nous demande de trouver des solutions, on a proposé des solutions. Donc, il y a des solutions pour s'attaquer à ces situations-là dont je parle et qui ont un fondement socioculturel. Il faut aussi, et là, je suis étonnée de voir que beaucoup n'en parlent pas, étendre la loi sur la parité aux fonctions nominatives. Parce que si ma mémoire est bonne, ça faisait partie des projets quand il y a eu la loi sur la parité concernant les fonctions électives et semi-électives. Ça faisait partie des projets d'aller vers les fonctions nominatives. Et là aussi, je reste dans mon domaine, peut-être qu'il y aurait plus de femmes à certains niveaux du top management de nos universités, même si, encore une fois, il y a beaucoup d'avancées. Il y a eu plusieurs universités dirigées par les femmes.
Actuellement, on a Sine Saloum, je parle de Sine Saloum, on a une femme là-bas, il y a aussi une femme à Thiès, etc. Mais il serait bien aussi qu'il y ait plus de femmes au niveau des postes nominatifs. Et nominatif, pardon, pour terminer, réduire le coût du logement, c'est un réel problème au Sénégal. Il y a eu un article du Monde, Le Monde, il n'y a pas longtemps, qui parlait justement de cette cherté du logement au Sénégal et les facteurs, en tout cas quelques facteurs qui sont à l'origine de cette situation. Et malgré les mesures prises, ça continue parce que tout simplement les mesures ne sont pas appliquées et améliorer la sécurité routière, ça aussi pour moi, c'est un réel problème. On a vu les drames en dehors de Dakar, mais aussi quand on est à Dakar, le matin, je pense, si vous conduisiez, vous voyez comment l'indiscipline, le non-respect du code de la route pose d'énormes problèmes aux populations.